Certains acteurs de la finance font l'objet de controverses, à savoir qu'ils sont en même temps adulés et craints. Il en est ainsi des hedge funds, le terme français étant gestion alternative, qu'on présente soit comme l'exemple type de ce que voudrait être le comportement financier, soit au contraire qu'ils sont des requins, source d'instabilité financière. Alors on parle beaucoup des hedge funds, depuis la crise, mais même avant, et bizarrement, je dirais qu'on a du mal souvent à bien comprendre leur logique, leur comportement. Et ce problème de compréhension vient de ce qu'au fond, on va avoir vraiment une séparation nette entre ceux qui ne jurent que par les hedge funds et ceux au contraire qui les considèrent comme des êtres abominables qu'il faut totalement évincer des marchés financiers. Or, je pense qu'il faudrait plutôt avoir une vision sans doute intermédiaire des deux, sans trancher entre côté nécessairement toujours bon ou nécessairement toujours mauvais, mais plutôt avoir en tête qu'ils alternent entre les deux et qu'au fond cette alternance est tout à fait symptomatique du fonctionnement même des marchés financiers. À savoir qu'on voudrait que les marchés financiers contribuent au bien-être collectif et qu'ils assument pleinement deux fonctions. Alors, on va dire côté hedge fund, il y en a un troisième, mais j'en parlerai plus tard. Donc les deux objectifs que devraient assurer les marchés financiers sont le financement de l'économie à long terme, d'une part, et le transfert de risques. Souvent on dit couverture de risque, mais c'est plutôt une idée de transfert de risque, à savoir ceux qui n'en veulent pas, le transfert à ceux qui en veulent. Et on va le voir, finalement, les hedge funds remplissent ces deux fonctions-là, effectivement. Mais le problème, c'est que pour assumer ces deux fonctions, et c'est la particularité des marchés financiers, eh bien, on va développer un comportement qui est un comportement spéculatif. C'est-à-dire que la seule façon de faire du profit en finance, c'est du profit spéculatif. Or, l'introduction de la spéculation entraîne nécessairement des comportements d'instabilité. Donc, on va voir qu'au fond, effectivement, les hedge funds tentent de remplir ces deux fonctions, mais dans le même temps, eh bien évidemment, ils sont source d'instabilité, voire de risques systémiques. Alors le premier fonds collectif qualifié de hedge fund, c'est-à-dire que des individus ont de l'épargne et qu'ils vont confier à une personne qui va la placer, donc c'est ce qu'on appelle un fonds collectif, eh bien le premier a été créé en 1949 par Jones, le fameux de Dow Jones. Alors la particularité de ce premier hedge fund eh bien, était qu'il dérogeait à la sacro-sainte règle en finance de la diversification. C'est-à-dire qu'on a, notamment dans le modèle CAPM-MEDAF, la logique qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, et qu'au contraire, il faut constituer un portefeuille de type diversifié pour limiter les risques collectifs. Au contraire, Jones va se dire que si on veut vraiment faire du rendement sur le marché financier, la seule façon d'en faire, c'est de faire des paris judicieux en plaçant sur certains titres et y aller franco et espérer que nos anticipations soient bonnes. Alors à cela, on va rajouter une deuxième dimension particulière au fonds alternatif, au hedge fund, qui est le fait que pour espérer des rendements élevés, comme ils vont faire des paris sur des peu de titres, il faut mettre beaucoup d'argent dedans et ne pas hésiter à s'endetter. Donc les hedge funds ont ceci de particulier, à la différence des fonds plus traditionnels au PCVM classique qui sont au grand public. Les hedge funds, en fait, empruntent de l'argent pour les placer sur les marchés financiers. Alors bien évidemment, si tout va bien, si leurs paris sont bons, eh bien qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils vont faire une plus-value spéculative importante qui va leur permettre de rembourser ce qu'ils ont emprunté et de redistribuer le profit réalisé à leurs souscripteurs originels. Alors, ce qui est assez amusant dans le cas du fonds de Jones, c'est qu'en gros, personne n'a entendu parler de Jones, sauf un cercle limité, jusqu'en 1966, où vous avez un article dans Fortune qui constate que le fonds de Jones est le seul à avoir durablement eu un rendement supérieur à celui du marché. Qu'en gros, tous les autres fonds collectifs ont un rendement au mieux comparable, on va dire, au rendement de l'indice de Dow Jones, mais la plupart ont un rendement de ça, sauf Jones. Et à ce moment-là, donc fin des années 60 aux États-Unis, on va avoir énormément de hedge funds qui vont se créer en adoptant cette stratégie. Paris risqué, endettement, et comme ça j'ai des rendements assez élevés. Alors il y a un hedge fund qui est particulièrement connu, c'est celui de George Soros, Quantum Funds, qui a réalisé sur un
temps relativement long, des rendements tout à fait impressionnants. Donc par exemple de 20-30%. Alors, le cas de Soros est assez intéressant d'avoir en tête, puisque, bien évidemment, Soros est aussi celui qui, en 1992, va faire le pari que la livre sterling est trop élevée, et va massivement vendre les livres qu'il possédait, obligeant, par sa vente, l'intervention de la Banque centrale anglaise, qui a dû intervenir pour d'évaluer in fine le livre sterling. Donc en fait, on voit là comment un hedge fund peut réussir sa stratégie en obligeant, en l'occurrence une banque centrale, à intervenir sur les marchés d'échange. Alors, si on regarde aujourd'hui, en fait, les hedge funds ont une position assez particulière, parce qu'historiquement, ils ne géraient que la fortune, on va dire, d'entreprises ou de personnes riches, totalement initiées au marché financier. Sauf qu'à partir des années 90, à ces investisseurs originels se sont ajoutés des investisseurs institutionnels, donc assurances, fonds de pension, banques, mais aussi universités par exemple, qui ont vu là la possibilité d'avoir des rendements un peu plus élevés. Donc résultat, si on regarde les montants gérés par les hedge funds, avant la crise, 2006-2007, ils avoisinaient à l'échelle mondiale 2000 milliards de dollars. Donc on est passé d'un fonds qui était confidentiel à une activité gigantesque qui a des volumes de capitaux à placer sur les marchés financiers très importants. Et en plus, une partie de ces fonds sont en fait des fonds qui sont à des visées, je dirais, collectives, que ce soit les fonds de pension ou les assurances. Alors si je parle de la crise de 2008, c'est parce qu'il faut bien voir que les hedge funds n'ont pas été à l'origine de la crise, mais en tout cas étaient les maillons principaux des différents segments du marché financier impliqués dans la crise. À savoir que quand les banques veulent ne plus avoir de crédit, et donc qu'elles titrisent des crédits et qu'elles revendent ce crédit, vous avez toujours une tranche qui est très 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 risquée, qui s'appelle la tranche equity. Qui achetait ce type de produit? C'était les hedge funds. De la même façon, quand vous avez des entreprises qui veulent se couvrir contre des risques, donc ça peut être du risque de change, ça peut être pour les banques du risque de crédit, en fait, il va falloir avoir derrière quelqu'un qui accepte de jouer le rôle de couverture de risque, autrement dit, qui couvrira si le risque se produit. Qui sont ces acteurs, qui sont donc des personnes qui ne sont pas couvertes, qui sont des vendeurs de risques, ce sont là aussi les hedge funds. Autre exemple encore de hedge funds qui sont arrivés, dont le rôle est apparu de façon sensible pendant la crise. Quand vous avez eu la crise sur la dette grecque, les banques n'ont plus voulu de titres de dette grecques, elles s'en sont débarrassées en quelques mois. Qui les a achetés de façon décotée? Toujours ces mêmes hedge funds. Donc autrement dit, d'une certaine façon, on pourrait dire que les hedge funds sont un peu la poubelle, savoir qu'ils prennent les risques que ceux ne veulent pas, que les autres ne veulent pas. Les hedge funds ont une fonction essentielle dans une économie financiarisée, à savoir qu'ils sont les preneurs de risques. Mais attention, bien évidemment, ils ne le font que s'ils peuvent gagner de l'argent. Donc par exemple sur le titre de grec, ça a très bien fonctionné, mais vous avez eu d'autres cas où ça a bien moins fonctionné. Et par exemple, en 1998, vous avez le hedge fund LTCM qui avait parié sur une baisse des taux d'intérêt de l'emprunt russe en prenant des positions massives. Comme c'est des titres qui sont assez peu liquides, en fait, ils se sont retrouvés en situation d'insolvabilité parce qu'ils n'étaient plus en mesure de répondre aux appels d'offres de la Chambre de compensation. Donc, les hedge funds, pour conclure, ont une mission forte dans un espace financiarisé qui est celui de preneurs de risques. Ce sont les seuls non réglementés qui interviennent en finance. Alors, bien évidemment, cette prise de risque, il faut bien la voir, peut engendrer des difficultés à l'échelle collective, à savoir qu'on peut avoir du risque systémique induit par cette position de risque. Raison pour laquelle les États actuellement ont entrepris, donc que ce soit en Europe ou aux États-Unis, de vastes réformes, alors non pas pour réglementer plus les hedge funds, mais plus pour avoir de l'information sur leur position et ainsi mener une politique macro-prudentielle pour savoir quels sont les risques qu'ils peuvent réellement couvrir ou s'il y a des risques qu'ils ne sont plus en mesure de couvrir.